au lieu de Ron, pour tous ceux qui ne le savent pas. Parce que j'ai découvert les livres quand j'étais petite, les films n'existaient pas encore, du coup j'ai fait ma propre prononciation comme je pensais que c'était. Et pendant des années, eh bien, j'ai cru que ça se disait comme ça. Donc maintenant c'est ancré en moi que c'est Ron au lieu de Ron, que c'est Malfoy au lieu de Malfoy, pour vous donner quelques exemples. Donc malheureusement je pourrais pas changer parce que ça dénature ma lecture d'Harry Potter pour moi. Je suis désolée si ça vous embête au niveau des prononciations. Mais voilà. En tout cas, sachez que c'est pas pour vous embêter spécifiquement, c'est juste que j'ai grandi avec ces prononciations-là. Et si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent pendant le live et qui sont pas au courant, qui font la remarque, n'hésitez pas à leur dire gentiment pour qu'ils sachent que voilà, je suis bien au courant. Parce que c'est souvent que j'ai des petites remarques comme ça. Allez, c'est parti. Chapitre 14. Cornelius Fudge. Harry, Ron et Hermione savaient depuis toujours que Hagrid avait malheureusement un faible pour les créatures géantes et monstrueuses. Au cours de leur première année à Poudlard, il avait essayé d'élever un dragon dans sa cabane, sans parler de l'énorme chien à 3 têtes baptisé Touffu qu'il n'était pas prêt d'oublier. Si, au temps où il était élève à Poudlard, Hagrid avait entendu parler d'un monstre caché dans le château, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait tout fait pour le découvrir et l'apprivoiser, sans doute scandalisé par la longue captivité de la créature. Il avait dû estimer qu'elle méritait bien de dégourdir un peu ses nombreuses pattes. Harry imaginait très bien Hagrid à 13 ans, essayant de passer au monstre un collier et une laisse. Mais il était également certain que jamais Hagrid n'aurait cherché à tuer quelqu'un. À présent, Harry regrettait presque d'avoir découvert le secret du journal de jeu du sort. Inlassablement, Ron et Hermione lui firent répéter jusqu'à la nausée ce qu'il avait vu. Les conversations qui s'ensuivaient et qui tournaient en rond le rendaient tout aussi malade. Peut-être que ce n'était pas Hagrid le coupable, suggéra Hermione. Peut-être que c'était un autre monstre qui attaquait les élèves. Tu crois qu'il y a tellement de monstres dans ce château? Répliqua Ron d'un ton maussade. On a toujours su que Hagrid avait été renvoyé, dit Harry, consterné. Et les agressions ont dû cesser après l'expulsion de Hagrid. Sinon, Jet du sort n'aurait pas obtenu sa récompense. Ron essaya de voir les choses sous un angle différent. Ce jet du sort me fait penser à Percy, dit-il. Et d'abord, qui lui a demandé de dénoncer Hagrid? Mais Ron, le monstre avait tué quelqu'un, fit remarquer Hermione. Et jet du sort aurait été obligé de retourner dans un orphelinat de Moldus si Poudlard avait été fermé, dit Harry. Je comprends qu'il ait préféré rester ici. Ron se mordit les lèvres. Tu as rencontré Hagrid dans l'allée des embrumes, n'est-ce pas, Harry? Risqua-t-il. Il cherchait un produit contre les limaces mangeuses de chair, répondit aussitôt Harry. Il y eut un très long silence. Puis, d'une voix hésitante, Hermione aborda la question cruciale.
avaient lâché dans le château un monstre sanguinaire et poilu ces temps derniers. Finalement, ils décidèrent de ne rien dire à Hagrid, sauf s'il y avait une nouvelle agression. Les jours passèrent sans que la voix désincarnée se manifeste à nouveau, et ils avaient à présent l'espoir de ne jamais avoir à lui demander pourquoi il avait été renvoyé. Il y avait maintenant près de 4 mois que Justin, aîné quasi sans tête, avait été pétrifié, et tout le monde, ou presque, semblait convaincu que l'agresseur, quel qu'il fût, avait définitivement renoncé à agir. Pive s'était lassé de ses Potter la vipère, et Ernie Macmillan lui-même s'était montré aimable avec Harry pendant le cours de botanique. Au mois de mars, les racines de Mandragore organisèrent une fête bruyante et endiablée dans la serre numéro 3. Le professeur Chourave en fut enchanté. Dès qu'elles commenceront à sortir de leur peau pour se rendre visite les unes aux autres, ce sera le signe qu'elles ont atteint la maturité, dit-elle à Harry. Nous pouvons alors ramener à la vie les malheureux qui ont été pétrifiés. Lorsque Pâques arriva, les élèves de 2e année eurent de quoi réfléchir pendant leurs vacances, car le moment était venu pour eux de choisir les matières qu'ils souhaitaient étudier en 3e année. Bien entendu, Hermione prenait le sujet très au sérieux. C'est déterminant pour notre avenir, dit-elle à Harry et à Ron, en examinant la liste des options proposées. Moi, tout ce que je veux, c'est abandonner les cours de potions, dit Harry. Impossible, dit Ron d'un air sombre. On est obligé de garder les matières fondamentales. Sinon, j'aurais laissé tomber la défense contre les forces du mal. Mais c'est très important, protesta Hermione, ulcérée. Pas de la façon dont l'enseigne Lockhart, dit Ron. La seule chose qui m'est apprise, c'est qu'il ne faut pas libérer des lutins en cage. Neville Londubat avait reçu des lettres de toutes les sorcières et sorciers de sa famille qui lui donnaient des conseils différents sur les matières qu'il devrait choisir. Désemparé et inquiet, il restait assis à lire la liste des options, la langue sortant de sa bouche, demandant l'avis de tout le monde. L'arithmancie paraissait plus difficile que l'étude des anciennes runes. Dean Thomas, qui, comme Harry, avait été élevé par des moldus, finit par fermer les yeux en pointant sa baguette magique sur la liste et choisit les matières qu'elle avait désignées.
le sont pas, surtout s'ils pensent travailler en contact avec eux. Regarde, mon père par exemple, il a sans arrêt affaire à des moldus. Mon frère Charlie aime le grand air. Il a donc choisi les soins aux créatures magiques. Tu dois te déterminer en fonction de tes dons, Harry. La seule chose pour laquelle Harry était vraiment doué, c'était le Quidditch. Il finit donc par prendre les mêmes options que Ron. Comme ça, s'il avait des difficultés à suivre, il aurait au moins un ami pour l'aider. Le prochain match de Quidditch devait opposer l'équipe de Gryffondor à celle de Poufsouffle. Des séances d'entraînement eurent lieu tous les soirs et la veille du match, Harry estima que jamais les chances de Gryffondor de remporter la coupe n'avaient été meilleures. Son humeur joyeuse fut de courte durée cependant. En haut des marches qui menaient au dortoir, il tomba sur Neville Londubat, qui semblait dans tous ses états. Harry, dit-il, je ne sais pas qui a fait ça. J'ai trouvé. Neville poussa la porte du dortoir en regardant Harry d'un air apeuré. Harry vit aussitôt que sa valise avait été vidée et son contenu jeté en tous sens. Sa cape déchirée était étalée par terre. Draps et couvertures avaient été arrachés de son lit et les tiroirs de sa commode retournés sur le matelas. Stupéfait, Harry s'approcha du lit, piétinant quelques pages de randonnée avec les trolls. Tandis que, avec l'aide de Neville, il remettait les couvertures sur son lit, Ron, Dean et Simus arrivèrent en même temps. Dean poussa un juron d'une voix tonitruante. « Qu'est-ce qui s'est passé, Harry ?» « Aucune idée, répondit celui-ci. Ron examina les vêtements répandus alentour. Toutes les poches avaient été retournées. Celui qui a fait ça cherchait un objet précis, dit-il. Il y a quelque chose qui te manque. Harry rassembla ses affaires et les remit dans sa valise. Ce fut seulement lorsqu'il eut rangé le dernier livre de Lockhart qu'il sut ce qui avait disparu. Le journal de Jet du sort n'est plus là, chuchota-t-il à l'oreille de Ron. Quoi ? Harry fit un signe de tête en direction de la porte du dortoir et Ron le suivit en dehors. Ils redescendirent en hâte dans la salle commune qui était à moitié vide et rejoignirent Hermione occupée à lire dans un coin. Lorsqu'ils eurent raconté ce qui s'était passé, Hermione eut l'air atterrée. C'est forcément un élève de Gryffondor qui l'a volé, dit-elle. Personne d'autre ne connaît le mot de passe. Exactement, approuva Harry. Le lendemain, il faisait un soleil radieux et une petite brise rafraîchissait l'atmosphère. Un temps idéal pour un match de Quidditch, s'exclama Dubois avec enthousiasme en attaquant son petit déjeuner. Harry n'avait cessé d'observer les visages des élèves de Gryffondor rassemblés autour de la table, en se demandant si c'était vraiment l'un d'eux qui avait volé le journal intime. Hermione l'avait incité à signaler le vol, mais Harry n'aimait pas trop cette idée.
sur la première marche de l'escalier qu'il entendit à nouveau la voix. Tu es cette fois déchiré, écorché. Merci pour le cadeau. Il poussa un cri qui fit sursauter Ron et Hermione. La voix, s'exclama-t-il en regardant par-dessus son épaule. Je viens encore de l'entendre. Pas vous. Ron, les yeux écarquillés, fit non de la tête. Mais Hermione se frappa soudain le front du plat de la main. Harry, dit-elle, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Et elle monta l'escalier, 4 à 4. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Demanda Harry, qui regardait toujours autour de lui pour essayer de localiser la voix. Beaucoup plus de choses que moi, dit Ron en hochant la tête. Mais pourquoi faut-il qu'elle aille à la bibliothèque ? C'est toujours ce qu'elle fait, répondit Ron avec un haussement d'épaule. Dès qu'elle a un doute, elle fonce à la bibliothèque. Indécis, Harry n'avait pas bougé, essayant d'entendre à nouveau la voix. Mais derrière lui, les autres élèves quittaient à leur tour la grande salle, dans un grand bruit de conversation, et sortaient dans le parc pour se rendre au stade de Quidditch. Tu ferais bien d'y aller, dit Ron. Il est presque 11 heures. Le match va bientôt commencer. Harry se dépêcha d'aller chercher son imbus de mille et rejoignit la foule nombreuse qui se pressait au dehors. Mais la voix désincarnée continuait de le préoccuper. Il n'arrivait pas à la chasser de son esprit. Sa seule pensée réconfortante lorsqu'il se retrouva dans les vestiaires, c'était que les élèves ne subiraient aucune agression tant qu'ils seraient dans le stade. Les deux équipes s'avancèrent sur la pelouse dans un tonnerre d'applaudissements. Madame Pipine lâcha les balles, tandis que les joueurs de Bouffe-Souffle, vêtus de robes jaunes canari, écoutaient les conseils de dernière minute de leur capitaine. Harry venait d'enfourcher son balai lorsque le professeur McGonagall traversa soudain le stade, moitié marchant, moitié courant. Elle avait à la main un énorme mégaphone violet. Harry eut l'impression que son cœur tombait comme une pierre dans sa poitrine. Le match est annulé, annonça le professeur McGonagall dans le mégaphone. Une explosion de cris et de huées monta aussitôt des gradins. Olivier Dubois, l'air atterré, se précipita vers le professeur McGonagall, sans prendre la peine de descendre de son balai. Mais, professeur, s'écria-t-il, il faut absolument qu'on joue. La coupe, Gryffondor. Le professeur McGonagall ne lui prêta aucune attention et continua de crier dans son mégaphone. Tous les élèves doivent immédiatement retourner dans leur salle commune, où il leur sera donné de plus amples informations. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle fit alors signe à Harry de le suivre. Potter, il vaut mieux que vous veniez avec moi, dit-elle. En se demandant de quoi on pouvait bien le soupçonner cette fois, Harry vit Ron se détacher de la foule des élèves en colère et courir vers lui. À sa grande surprise, le professeur McGonagall l'autorisa à les accompagner au château. Il vaut mieux que vous veniez aussi, Weasley, dit-elle. Les réactions étaient partagées parmi les élèves qui les entouraient. Certains protestaient ouvertement contre l'annulation du match. D'autres
ce n'était pas dans un bureau qu'on les emmenait. Vous allez avoir un choc, avertit le professeur d'une voix étonnamment douce. Elle avait pris la direction de l'infirmerie. Il y a eu une autre agression, dit-elle. Une double agression, encore une fois. Harry sentit son estomac se contracter douloureusement. Le professeur McGonagall poussa la porte de l'infirmerie et les fit entrer. Madame Pomme-Fraîche était penchée sur une élève de 6e année. Elle avait de longs cheveux bouclés et Harry la reconnut aussitôt. C'était l'élève de Serdaigle à qui il avait demandé par erreur où se trouvait la salle commune des Serpentards. Et sur le lit, à côté, il y avait Hermione, s'exclama Ron. Elle était totalement immobile et ses yeux vitreux étaient grands ouverts. On les a trouvés près de la bibliothèque, dit le professeur McGonagall. Elle leur montra alors un petit miroir circulaire. Ce miroir était par terre, à côté d'elle. J'imagine que vous n'avez pas d'explication. Harry et Ron firent non de la tête, sans quitter Hermione des yeux. Je vais vous ramener à la tour de Gryffondor, dit le professeur McGonagall d'un ton grave. Il faut également que je parle aux autres élèves. À compter d'aujourd'hui, tous les élèves devront regagner leur salle commune à 6 heures du soir. Passé cette heure, aucun élève ne devra plus quitter son dortoir. À la fin de chaque cours, un professeur vous accompagnera dans la classe suivante. Tous les entraînements et les matchs de Quidditch sont reportés à une date ultérieure et il n'y aura plus aucune activité le soir. Les élèves de Gryffondor, rassemblés dans la salle commune, écoutèrent en silence le professeur McGonagall. Elle roula le parchemin qu'elle venait de lire et reprit d'une voix étouffée. Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'ai rarement été aussi bouleversée. Si le coupable n'est pas bientôt arrêté, il faudra s'attendre à une fermeture pure et simple de l'école. Je demande à tous ceux qui pourraient avoir. Alors avant de finir ma phrase et de passer à la fin de cette phrase, là on peut voir une très belle illustration. C'est l'infirmerie vue du dessus. Là on a Harry et Ron qui sont rentrés. Ici on a Madame Pomme-Fraîche. Ici on a les lits avec les différents malades. Donc là Hermione qui est allongée ici. Là le fantôme. Les autres élèves, je sais plus qui c'était. Et le chat de Rusard. Je demande à tous ceux qui pourraient avoir des renseignements à fournir en rapport avec ces agressions de les communiquer sans délai. Elle sortit avec une certaine maladresse par l'ouverture cachée derrière le portrait de la grosse dame, et les commentaires des élèves
quelques applaudissements discrets. Assis dans un fauteuil, derrière lit, Percy ne semblait guère soucieux pour une fois d'exprimer son point de vue. Il avait l'air pâle et abattu. Percy est sonné, chuchota George à l'oreille de Harry. Cette fille de serre d'aigle, Pénélope d'Eauclair, elle était préfète, elle aussi, et il ne pensait pas que le monstre oserait s'en prendre à un préfet. Mais Harry n'écoutait qu'à moitié. Il n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image d'Hermione étendue sur son lit d'hôpital, raide comme une statue. En plus, si le coupable n'était pas bientôt découvert, il risquait fort d'être condamné à passer sa vie chez les Dursley. Tom Jedusor avait dénoncé Hagrid pour ne pas finir dans un orphelinat de Moldus si jamais l'école fermait, et Harry comprenait très bien ce qu'il avait pu ressentir. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura Ron à l'oreille de Harry. « Tu crois qu'il soupçonne Hagrid ?»« Il faut aller le voir et lui parler, » décida Harry. « Je n'arrive pas à croire que ce soit lui le coupable. Cette fois, mais si c'est vraiment lui qui a libéré le monstre il y a 50 ans, il doit savoir comment pénétrer dans la chambre des secrets. Et c'est un début. Mais McGonagall a dit qu'on n'avait pas le droit de sortir de la tour en dehors des heures de classe. Je crois que le moment est venu d'utiliser à nouveau la vieille cape de mon père, dit Harry, en baissant encore la voix. Harry n'avait hérité qu'une seule chose de son père, une cape d'invisibilité longue et argentée. C'était le seul moyen de se faufiler hors de l'école pour aller voir Hagrid sans que personne s'en aperçoive. Ron et Harry allèrent se coucher à l'heure habituelle. Ils attendirent que Neville, Dean et Simus se soient endormis, puis ils se rhabillèrent et s'enveloppèrent dans la cape d'invisibilité. La traversée du château n'était rien d'une partie de plaisir. Harry, qui était un vieil habitué des promenades nocturnes, n'avait jamais vu autant de monde à cette heure-là. Professeurs, préfets et fantômes sillonnaient les couloirs en marchant deux par deux, à la vue de tout signe suspect. Certes, la cape rendait Ron et Harry invisibles, mais elle ne supprimait pas les bruits, et ils faillirent se faire repérer lorsque Ron se cogna l'orteil à quelques mètres du poste d'observation qu'occupait Rogue. Par chance, Rogue éternua bruyamment au moment précis où Ron laissa échapper un juron. Enfin, ils atteignirent avec soulagement le portail de chêne et se glissèrent en dehors. La nuit était claire, le ciel rempli d'étoiles. Ils se hâtèrent en direction de la cabane de Hagrid, dont ils voyaient les fenêtres éclairées, et notèrent leur cap que lorsqu'ils furent arrivés devant la porte. Lorsqu'ils frappèrent, la porte s'ouvrit presque aussitôt. Hagrid se tenait sur le seuil, une arbalète à la main, pointée sur eux. Croque-Dur, son molosse, aboyait bruyamment derrière lui. « Oh, c'est vous !» dit Hagrid, qui baissa aussitôt son arme. « Qu'est-ce que vous fabriquez avec ça ?» demanda Harry en montrant l'arbalète. « Oh, rien, rien du tout, » marmonna Hagrid. « Je m'attendais à... Mais je ne fais rien. Entrez, asseyez-vous. »
je vais vous faire du thé. Il semblait incapable de regarder ce qu'il faisait. Il faillit éteindre le feu en renversant la bouilloire et cassa la théière d'un geste malheureux de son énorme main. Ça va, Hagrid, s'inquiéta Harry. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à Hermione? Oui, oui, je sais, dit Hagrid d'une voix brisée. Il ne cessait de jeter des regards vers la fenêtre et leur versa 2 grandes tasses d'eau bouillante. Il avait oublié d'ajouter le thé. Il tenait à la main une tranche de cake qu'il s'apprêtait à poser sur une assiette lorsqu'on frappa vigoureusement à la porte. Hagrid laissa tomber le cake. Harry et Ron échangèrent un regard de panique et se recouvrirent aussitôt de la cape d'invisibilité avant d'aller se réfugier dans un coin de la cabane. Hagrid vérifia rapidement qu'ils s'étaient bien cachés. Puis, il saisit son arbalète et alla ouvrir la porte. « Bonsoir, Hagrid. » C'était Dumbledore. Il entra, le visage grave, suivi par un homme d'aspect étrange, petit, corpulent, avec des cheveux gris en désordre et une expression anxieuse. L'homme portait des vêtements disparates qui formaient un curieux mélange. Costume à rayures, cravate rouge, longue cape noire et bottes violettes à bout pointu. Il tenait sous son bras un chapeau melon de couleur verte. « C'est le patron de mon père, » chuchota Ron, « Cornelius Fudge, le ministre de la magie. » Harry lui donna un coup de coude pour le faire taire. Hagrid était devenu pâle et son visage se couvrait de sueur. Il se laissa tomber sur une chaise et regarda alternativement Dumbledore et Cornelius Fudge. Sale affaire, Hagrid, dit Fudge en détachant les syllabes. Très sale affaire. Il fallait que j'intervienne. 4 agressions contre les enfants de Moldu. Les choses sont allées suffisamment loin comme ça. Le ministère doit agir. Je n'ai jamais, dit Hagrid en regardant Dumbledore d'un air implorant. Vous savez bien, professeur, que je n'ai jamais. Cornelius, je voudrais qu'il soit bien clair que Hagrid a mon entière confiance, dit Dumbledore, les sourcils froncés. Écoutez, Albus, répondit Fudge, mal à l'aise. Les antécédents de Hagrid ne jouent pas en sa faveur. Le ministère doit faire quelque chose. Les membres du conseil d'administration de l'école se sont consultés. Encore une fois, Cornelius, je vous répète qu'éloigner Hagrid ne changera strictement rien, reprit Dumbledore. Ses yeux brillaient d'une lueur flamboyante que Harry ne lui avait encore jamais vue. Mettez-vous à ma place, dit Fudge, en tripotant nerveusement son chapeau. Tout le monde a les yeux tournés vers moi. Il faut qu'on me voie agir. Si on s'aperçoit que Hagrid n'est pas coupable, il reviendra chez lui et on n'en parlera plus. Mais il faut que je l'emmène. Je ne ferai pas mon devoir si... M'emmener, dit Hagrid qui s'était mis à trembler. M'emmener où? Pour quelque temps seulement, dit Fudge en évitant son regard. Ce n'est pas une punition, Hagrid, une simple précaution.
rugit Hagrid. Avant que Fudge ait eu le temps de répondre, quelqu'un frappa de nouveau à la porte. Ce fut Dumbledore qui alla ouvrir. Harry laissa alors échapper une exclamation qui lui valut à son tour un coup de coude dans les côtes. Lucius Malfoy venait de pénétrer dans la cabane. Enveloppé dans une longue cape noire, il arborait un sourire glacial et satisfait. Croque-Dur se mit à grogner. « Vous êtes déjà là, Fudge ?» dit Monsieur Malfoy d'un air approbateur. « Très bien, très bien. » « Qu'est-ce que vous faites ici ?» s'exclama Hagrid avec fureur. « Sortez de ma maison. » Mon cher monsieur, soyez certain que je n'ai aucun plaisir à me trouver dans votre... comment appelez-vous ça? Une maison, répliqua Malfoy en jetant autour de lui un regard dédaigneux. Je suis simplement passé à l'école où l'on m'a dit que le directeur se trouvait ici. Et que me vouliez-vous exactement, Lucius ? Demanda Dumbledore. Son ton était poli, mais la lueur flamboyante brillait toujours dans ses yeux bleus. Je suis navré pour vous, Dumbledore, répondit Monsieur Malfoy d'un ton nonchalant en sortant de sa poche un rouleau de parchemin. Mais le conseil d'administration de Poudlard estime qu'il est temps pour vous de passer la main. J'ai ici un ordre de suspension vous concernant. Vous y trouverez les 12 signatures réglementaires. Nous avons estimé que vous n'étiez plus à la hauteur de la situation. J'en suis désolée. Combien d'agressions ont eu lieu jusqu'à présent? Il y en a eu 2 de plus cet après-midi, n'est-ce pas? À ce rythme, il ne restera bientôt plus aucun enfant de Moldu à Poudlard. Et nous sommes tous conscients de l'horrible perte que cela représenterait pour l'école. Attendez, attendez, Lucius, dit Fudge, l'air affolé. Dumbledore, suspendu. Non, non, c'est la dernière des choses à faire. La nomination ou la suspension du directeur relève de la décision du conseil d'administration. Fudge, répliqua Monsieur Malfoy d'une voix douce. Et comme Dumbledore a été incapable de mettre un terme à ces agressions. Voyons, Lucius, dit Dumbledore. Si Dumbledore ne peut pas y mettre un terme, qui donc en sera capable, dit Fudge. On voyait des gouttes de transpiration apparaître sur ses lèvres supérieures. Nous verrons bien, déclara Monsieur Malfoy avec un sourire mauvais. Mais les 12 membres du conseil ont voté. Hagrid se leva d'un bond. Sa tête hirsute touchait presque le plafond. Et quels ont été vos arguments pour les convaincre? Rugit-il. Les menaces, le chantage. Mon cher Hagrid, dit Monsieur Malfoy, votre caractère emporté vous attirera un jour de sérieux ennuis. Et là on peut voir une magnifique illustration où on est à l'extérieur, soir de pleine lune, on voit le château de Poudlard juste ici, Dumbledore et Cornelius Fudge qui sont visiblement en train d'aller chez Hagrid ou peut-être devant la porte de Hagrid, je ne sais pas encore. Et là je
s'approcher de la cabane. Je vous conseille de ne pas crier comme ça. Lorsque vous aurez affaire au gardien d'Azkaban, il n'aimerait pas ça du tout. Vous ne pouvez pas renvoyer Dumbledore, hurla-t-il si fort que Croque-Dur alla se réfugier dans son panier en tremblant. S'il s'en va, les enfants de Moldu sont condamnés. La prochaine fois, il y aura des morts. Calmez-vous, Hagrid, dit sèchement Dumbledore. Il se tourna vers Lucius Malfoy. Si le conseil d'administration souhaite mon départ, Lucius, je m'en irai, bien entendu. Mais, balbutia Fudge. Non, gronda Hagrid. Le regard bleu de Dumbledore fixait les yeux gris et glacés de Lucius Malfoy. Cependant, reprit Dumbledore, en parlant très lentement, comme s'il tenait à ce qu'on ne perde pas un mot de ce qu'il allait dire, vous vous apercevrez que je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous vous apercevrez aussi qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Pendant un instant, Harry eut la quasi-certitude que les yeux de Dumbledore s'étaient tournés vers le coin de la cabane, où il était caché avec Ron. Ce sont là des sentiments admirables, déclara Malfoy en s'inclinant. Nous regretterons tous votre façon très personnelle de diriger les choses, Albus, et j'espère simplement que votre successeur saura empêcher que la prochaine fois il y ait des morts. Il s'avança vers la porte, l'ouvrit et s'inclina en faisant signe à Dumbledore de sortir. Fudge, qui tripotait toujours son chapeau, attendit que Hagrid passe devant lui, mais Hagrid resta immobile. Il prit une profonde inspiration et dit, en détachant bien ses mots, « Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elle leur indiquerait le bon chemin. C'est tout ce que j'ai à dire. » Fudge le regarda d'un air stupéfait. « Voilà, j'arrive, » dit Hagrid en enfilant son manteau. Mais au moment où il allait franchir la porte derrière Fudge, il marqua une pause et dit d'une voix forte, « Il faudrait que quelqu'un donne à manger à Croque-Dur pendant que je ne serai pas là. » La porte claqua et Ron enleva la cape d'invisibilité. « On a vraiment des ennuis maintenant, » dit-il d'une voix rauque. « Sans Dumbledore, il ferait tout aussi bien de fermer l'école dès ce soir. S'il s'en va, il y aura une agression par jour. » Croque-Dur se mit alors à gémir en grattant à la porte. Et c'est la fin du chapitre 14. J'espère que cette lecture vous aura plu.